Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aussi nombreux ce matin pour cette plénière, première plénière de la journée, une plénière qui incarne particulièrement bien, je trouve, la thématique de ces assises, l'énergie comme bien commun, puisque nous allons parler de citoyenneté énergétique, de la sobriété à la production d'énergie. Et pour en débattre autour de cette table, à mes côtés, Guillaume Gillet, directeur des affaires publiques d'Engie, Marion Richard, énergie partagée, vous êtes responsable du pôle animation nationale, Dirk Van Zildjian, président de Rescope EU de 2012 à 2025, c'était tout récent, on peut dire ça, cofondateur d'EcoPower en Belgique. Et Dirk, vous comprenez bien le français, mais vous parlerez quand même en anglais parce que c'est plus simple pour vous. Donc pour ceux qui ne sont pas complètement fluents en anglais, eh bien vous pouvez vite aller chercher un casque à l'entrée pour la traduction. Et puis à vos côtés, Noémie Schneider, merci également d'être avec nous, chargée de mission de l'Agence danoise de l'énergie, le Danemark, qui est partenaire de ces assises européennes de la transition énergétique à Strasbourg cette année. Et on est ravis de vous accueillir. Merci à tous les quatre. Alors commençons pour ce premier tour de table sur la vision que vous portez chacun de cette citoyenneté énergétique à partir de vos expériences, à la fois dans un contexte national ou européen, et avec une évolution assez marquante, en tout cas en France, ces dernières années. Voilà, on commence à voir émerger ces citoyennetés énergétiques. Alors, on va commencer avec vous. Donc, Dirk, vous êtes donc cofondateur, je l'ai dit, de la coopérative belge EcoPower, et vous avez présidé Rescope pendant plus de 10 ans. Quelle est votre vision de la citoyenneté énergétique, alors vous, avec votre regard à l'échelle européenne ? Well, let's say my journey started a bit by coincidence. After working here in the European Parliament for 4 months, we bought an old watermill together with some friends, and it used to provide the whole village with electricity between 1907 and 1947. And actually, that's a bit how the electrification of Europe began, so at the end of the 19th century. And there were commercial companies from the very beginning, there were public companies from the very beginning, but in the rural areas and in the remote areas, in the mountains, commercial companies were not interested. So it was either the local authority who did it, or cooperatives. And to give you an idea, in Germany, before Nazism came to power, there were 6,000 energy cooperatives across Germany. And then one of my favorite sentences, only 40 of them survived centralization by the Nazis, communists, and neoliberalism. So we saw the rise of people taking initiatives in times of crisis. So they didn't get electricity in the beginning, so they took it in their own hands. Or there was a nuclear disaster. We've had several since. And so people took action. So for instance, in Denmark, maybe you will talk about it, I won't disclose too much. So also the Danish government, after the first oil crisis in 1973, they wanted to build nuclear power plants. That's when all over Europe, also in Belgium, this happened. But somehow the people of Denmark opposed. And there was a school. You will talk about the school? No? So the school, they built a 2-megawatt wind turbine. And actually this was in Denmark the start of the wind industry, the wind turbine industry. So now thousands of people work in this industry. And this wind turbine, it still works. And a few years ago they painted, and as a Belgian I'm very proud, they painted it like the rocket of Tintin in red and white. So we see that citizens take initiative when there is a problem. That's not only for energy, that's in agriculture. So people take initiatives in times of crisis. And to close, so my own cooperative, we started in this watermill to finance it. It was after Chernobyl. And we created a cooperative to raise the money to pay our part of the restoration because it's a national monument.
And we did it with 6 people. Now we have 73,000 members in Flanders, and we supply 2% of the Flemish households with green electricity. So that's an example of what it can become. And in the recent crisis, the gas price crisis we call it, we were able to to keep the price of our electricity quite stable because we produce more renewables than we supply our members with. So the difference was 552 euros in 1 year. Whereas I think other players, maybe present here, they who mainly have nuclear, they took profits, I think. Ok, donc on voit que effectivement ces communautés énergétiques citoyennes se sont renforcées avec les crises. Ça c'est assez frappant. Et hier on parlait de gouvernance européenne. On a vu aussi que la gouvernance européenne, donc à tous les niveaux, les crises forment une forme de catalyseur. Aujourd'hui, à l'échelle européenne, quels sont les pays les plus avancés dans ces communautés énergétiques ? Est-ce que ce sont ceux qui ont traversé le plus de crises, justement? Quel est votre regard sur le panorama européen des pays les plus avancés? Well, when we started with our European Federation in 2013, it was mainly something of Northwestern Europe, so Denmark, Germany, the Netherlands, and the UK. And now I should say that we have had a remarkable growth of the movement in Holland. They grew in 12 years' time from about 70 wind energy cooperatives, mainly wind energy cooperatives, to more than 700. And this was due to a quite stable support mechanism. So people, when citizens trust their government, and there is a support mechanism, they trust it, and then they take initiative, they invest. And so that is crucial all over Europe, that citizens have to trust their government in getting stable, that they get a stable mechanism. I think it is true for every business, actually. But the more you go to the south, and even in Belgium, we can't really trust our government. So the more you go to the south, and especially when you go to the east, this trust in a government is lacking, actually. So that's one of the key problems we face to get citizens involved, is that there's a lack of trust. Yeah. Sur le site de Rescope EU, il y a un tracker où on voit la carte avec les couleurs des pays qui ont le mieux... Alors, ce n'est pas les pays les plus avancés, mais c'est ceux qui ont le mieux traduit la directive européenne. Hein, c'est ça, il me semble. C'est ce qu'on voit sur le site. Dirk, vous nous confirmez? Yes, so we as a European Federation, we work as, we call it advocacy, but you could say lobby. So we advocated for in Europe to get a definition of what we are, because we're different. We're not for profit, but we're not associations. So we're businesses, we're cooperatives, but the aim is not profit. The aim is, for instance, my cooperative, we want to give our members, our cooperative members, green electricity from their own country at the lowest possible price. So this is another driver than making profit. And so we got these definitions, the citizen energy communities in one directive and renewable energy communities in the other. Unfortunately, there are some differences. This was not the intention. This was by accident. I can witness this. And so for some member states, this was something completely new. In Germany, they knew what it was about, in the Netherlands and so on. But in some member states, they mainly had a state monopoly, or there could also be a private monopoly. They didn't know what this was about, so they did it. Most of them did just a literal translation. Even Europe gave them the translation, put them in their legislation. But member states also had to look for what are the obstacles for citizens to organize themselves in energy communities. And most of the member states didn't do this. Even in my own country, the region of Flanders didn't do it.
And then to overcome these obstacles, they had to create an enabling framework. And so we are monitoring this, so the transposition and the implementation and the enabling framework. And there's still a lot of work to do, mainly when we look at Eastern Europe, and for also a bad pupil is Sweden, for instance. They didn't do anything. And France is work in progress. Yeah, it's getting better, I think. But Alors justement, merci beaucoup. Marion, vous pilotez l'animation territoriale, Marion Richard, au sein de d'énergie partagée. Quelle est votre définition? Alors on a vu qu'il y avait tout un panel qui n'est pas une association, c'est pas non plus voilà, une société pour faire du profit, mais n'empêche qu'il faut quand même des compétences et que ça fonctionne bien pour assurer une énergie pour tous. Voilà, quelle vision vous portez, vous, de votre côté? Bonjour à tous et toutes. Déjà, pour parler de nous, Énergie Partagée, on est le mouvement qui fédère, qui accompagne et qui finance les acteurs de l'énergie citoyenne depuis 2010. Et on est membre actif et depuis peu membre du board, du conseil d'administration de Rescope EU. Et on renforce aussi notre place au niveau européen puisque nous sommes l'expert national France, donc le référent France, pour un nouveau dispositif européen qui s'appelle la European Energy Community Facility, qui est un dispositif pionnier de soutien aux communautés énergétiques. On pourra peut-être en parler plus tard. Et donc si on parle de citoyenneté énergétique, c'est vraiment le cœur de la mission d'énergie partagée, puisque notre objectif, c'est de permettre une réappropriation des sujets énergétiques par les citoyens, par les collectivités, de ne pas considérer que ce sont des sujets uniquement techniques qui devraient être laissés aux seuls sachants, et de bien rappeler que les citoyens, les citoyennes veulent la transition énergétique. Je pense qu'en ce moment, vu les péripéties qu'on vit avec le projet de loi, la proposition de loi Gurmier, on a failli quand même avoir un moratoire sur l'éolien et le photovoltaïque, et c'est pas fini. C'est important de rappeler que les citoyens, les citoyennes veulent la transition énergétique et la font. Et il y a plusieurs moyens pour ces citoyens, ces citoyennes de s'impliquer dans un projet citoyen d'énergie renouvelable. Ils peuvent intégrer une coopérative locale en prenant des parts. Ouais. Et puis en s'impliquant aussi, en donnant de leur temps. Par exemple, ici à Strasbourg, il y a la coopérative des brasseurs d'énergie. Voilà. Et puis, on peut aussi, si on le souhaite, prendre des parts dans l'outil national d'investissement citoyen, énergie partagée investissement, pour contribuer financièrement à la transition énergétique. Et tout cela permet d'avoir des projets d'énergie renouvelable qui sont voulus par le territoire, qui sont maîtrisés par les collectivités, les citoyens, et qui prennent en compte l'intérêt du territoire. Et les citoyens, dans tout ça, on va parler de la tendance actuelle, mais pourquoi ils s'investissent? Enfin, de ceux que vous rencontrez, quel est le moteur de leur implication dans ces... Alors, il y a différents vecteurs, mais déjà ce qui ressort, c'est que l'immense majorité d'entre eux sont extrêmement fiers de pouvoir contribuer à la transition énergétique dans un contexte où le changement climatique est là, on le sait, est très angoissant. Le fait de pouvoir pas uniquement être partie du problème, mais aussi être partie de la solution, c'est vraiment un vecteur clé. Et après, il y a des personnes qui ont plutôt une vision militante, qui ont fait partie de mouvements anti certaines formes d'énergie et qui se disent oui, mais il faut bien qu'on en produise de l'énergie. Et donc ici, du coup, qui se mettent à monter des projets d'énergie renouvelable à côté de chez eux, chez elles. Il y en a d'autres qui ont plutôt une vision entrepreneuriale, qui veulent monter des entreprises citoyennes. Il y a vraiment différents. Et par rapport au profit, parce qu'on voyait bien que le but, c'est pas faire du profit. Est-ce que il y a quand même ce souci de la rentabilité, d'avoir une répartition aussi territoriale des richesses? Est-ce que ça rentre aussi en ligne de compte? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a une très forte volonté d'avoir une répartition juste de la valeur. Et d'ailleurs, on le voit bien, on l'a montré dans une étude en 2019, les projets citoyens d'énergie renouvelable, ils génèrent au moins 2 fois plus de retombées économiques locales qu'un projet classique d'énergie renouvelable qui va déjà générer des retombées économiques locales. Mais dans un projet citoyen, parce qu'on a des acteurs locaux, des acteurs publics, des citoyens,
il va y avoir une vraie volonté de faire appel à des prestations locales, et puis de par l'investissement citoyen et par l'investissement des collectivités, eh bien, les revenus en fait, du projet reviennent au territoire et voilà, et n'en sortent pas. Alors, on a vu avec votre voisin que les crises étaient quand même des catalyseurs pour ces communautés citoyennes. Quelle est la tendance que vous observez, vous, ces dernières années? Est-ce que ça se confirme aussi en France? Alors, ce qu'on voit, c'est que depuis donc notre création en 2010, on a déjà une dynamique vraiment croissante des projets citoyens. Là, aujourd'hui, on en a il y a près de 420 initiatives citoyennes d'énergie renouvelable en France, dont près de 300 qui sont déjà en fonctionnement. Un élément extrêmement important pour favoriser cette croissance, ce sont les réseaux régionaux de l'énergie citoyenne, qui sont une particularité française aussi aux Pays-Bas, mais sinon il n'y a pas beaucoup d'autres exemples, et c'est vraiment reconnu par nos pairs européens. En région Grand Est, c'est le réseau Géclair. Et puis les tendances qu'on voit, c'est qu'on va vers des projets, alors aux côtés des petits projets encore très nombreux de photovoltaïque en toiture, on va de plus en plus vers des projets de plus grande taille, éoliens, PV au sol. On observe aussi la montée en puissance, et je remercie l'ADEME qui nous a beaucoup soutenus en ce sens, la montée en puissance de la chaleur, et notamment de la chaleur bois. Et Énergie Partagée vient d'ailleurs de publier sa charte chaleur-bois-territoire, voilà, qui fixe des critères exigeants, notamment en termes de ressources bois. Et puis, les acteurs citoyens, notamment sur ces plus gros projets, plus à risque, eh bien, ils viennent maintenant se positionner non plus uniquement en rachat de projets dérisqués, mais dès la phase de développement, donc une phase plus à risque. Et donc pour ça, pour ces plus gros projets où il y a besoin de plus d'argent, de plus de compétences, qui sont plus complexes, on va de plus en plus vers des montages qu'on appelle des montages en co-développement, où on a des citoyens avec la collectivité ou la SEM et ou un opérateur privé. Et puis dernier point, voilà, en France, les projets citoyens restent encore très majoritairement tournés vers l'activité de production d'énergie renouvelable. Même si la maîtrise de l'énergie elle est vraiment au cœur des envies des citoyens, mais c'est plus compliqué. Mais on a la chance d'avoir des pionniers dans le réseau, comme Alter Alsace Énergie, qui, aux côtés d'Aura 2E en Rhône-Alpes, vont tester justement un peu des pilotes en matière de tiers financement de citoyens de la rénovation énergétique. Donc voilà, ça se développe aussi. Je pensais aussi à des projets, j'ai vu émerger des projets de petite hydraulique aussi, c'est plus compliqué, c'est plus lourd en investissement, et des communautés citoyennes. Est-ce que ça, vous en avez aussi dans... Tout à fait. Il y a des projets d'énergie renouvelable sur toute filière d'énergie renouvelable en France, donc y compris de l'hydro, de la petite hydro. Sur l'hydro, Énergie Partagée a aussi une charte, parce que c'est une filière avec des forts enjeux. Mais effectivement, il y a aussi de la méthanisation. Voilà, c'est des projets qui sont... où il y en a moins, mais il y en a aussi. Oui, parce que c'est des investissements qui sont peut-être aussi plus lourds. Et j'ai vu que la législation s'était un peu assouplie sur ces sujets-là, mais peut-être qu'on pourra en reparler. En tout cas, merci pour ce premier état des lieux. Noémie Schneider, alors nous allons voyager au Danemark un peu pour voir les spécificités à l'Agence danoise de l'énergie. Alors on en a parlé un peu hier de l'Agence danoise de son rôle dans l'organisation du système énergétique danois. Peut-être quelques mots à nouveau sur l'agence rapidement et aussi pour nous expliquer comment l'implication citoyenne s'est structurée là de façon complètement historique dans le pays et en particulier autour des réseaux de chaleur. Oui, merci Karine et bonjour à tous. Donc effectivement quelques mots sur l'Agence danoise de l'énergie. En fait c'est un peu l'équivalent de l'ADEME au Danemark pour faire court. Et oui, quand on parle communauté d'énergie, coopérative énergétique, tout d'abord le Danemark il a une longue tradition coopérative. Dès la fin du 19e siècle, des coopératives agricoles se sont constituées, d'ailleurs comme en France, pour construire collectivement des équipements tels que des laiteries, des abattoirs, etc. Mettre en commun les équipements nécessaires à la production agricole. Donc ça a été vraiment le début du mouvement coopératif qui s'est ensuite étendu à d'autres secteurs, dont l'énergie
et avec déjà des premiers réseaux de chaleur, puisque au Danemark, les réseaux de chaleur sont vraiment un élément clé de l'infrastructure énergétique. 70%, c'est ça, sont raccordés des citoyens? Aujourd'hui, oui, 70% des ménages sont raccordés à des réseaux de chaleur. Et on avait donc déjà des premiers réseaux de chaleur gérés par des coopératives de consommateurs dès les années 20-30. Après, début des années 70, comme l'a évoqué Dirk, choc pétrolier. Et là, ça a vraiment été un catalyseur pour trouver des alternatives locales, puisqu'à l'époque, le système énergétique danois était dépendant à plus de 90% des imports de pétrole. Donc là, il a vraiment fallu réagir, et c'est l'illustration de ce qu'évoquait Dirk tout à l'heure, que les citoyens en fait se sont mobilisés, l'État, le pays dans son ensemble, pour trouver des moyens d'utiliser des ressources locales et de réduire la dépendance énergétique. Et à partir de là, on a eu le développement de la cogénération, le développement plus tard de l'éolien terrestre puis offshore, qui s'est fortement développé aussi grâce au financement participatif. Et ce financement participatif, en retour aussi, il permet d'assurer l'acceptabilité du public vis-à-vis de ces infrastructures. Et donc, le développement des réseaux de chaleur, aussi principalement par les citoyens eux-mêmes, certes en suivant les plans chaleur qui sont élaborés par les municipalités, mais la majorité des réseaux de chaleur, toujours aujourd'hui, sont gérés par des coopératives de consommateurs. On a environ 400 réseaux de chaleur aujourd'hui au Danemark. 350 sont gérés soit directement par des coopératives de consommateurs, soit, on va dire, indirectement par des coopératives d'habitat, parce qu'on a aussi beaucoup de coopératives dans le secteur de l'habitat. Et comme on l'évoquait, 70% des citoyens connectés à des réseaux de chaleur aujourd'hui. Et on verra que ça pose quand même parfois aussi des problèmes de compétences techniques, notamment à l'intérieur. Et vous nous direz comment vous levez actuellement ce frein des compétences nécessaires. Alors, Guillaume Gillet, de votre côté, en tant que directeur des affaires publiques d'Engie France, quel regard vous portez en tant que grand énergéticien sur ces communautés citoyennes, ce lien entre transition énergétique et citoyenneté, avec le sujet de l'acceptabilité, évidemment, qui est aussi très importante pour vous? Oui, merci beaucoup. Peut-être juste pour revenir sur le concept de citoyenneté énergétique, je pense que si on le regarde d'un point de vue macroscopique, pour moi, c'est la mobilisation d'une communauté d'acteurs dans un pays donné, ça peut être la France, ça peut être l'Europe ou une zone géographique, qui se mobilisent en faveur de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Après, on peut effectivement descendre dans le niveau de l'expression sous la forme d'une communauté ou autre. Et si je me permets une petite digression en écho à ce que disait ma voisine, hier, l'Assemblée nationale française s'est honorée en rejetant le principe d'un moratoire sur le développement du nouveau renouvelable. Je pense qu'évidemment, on souhaiterait que le législateur vote des choses positives. Là, il a voté une chose négative, mais qui finalement était positive, c'est-à-dire rejeter l'idée qu'il n'y ait plus de développement de projets renouvelables en France. Donc le moratoire a été écarté? À ce stade, à l'Assemblée nationale, il l'a été. Donc maintenant, on bascule côté Sénat, c'est le principe de la navette. On compte sur Ronan Dantec hier qui s'est... Ronan Dantec et d'autres, il ne suffira pas malheureusement. Non, il était là hier pour en parler, c'est pour ça. J'ai aucun doute. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Et pour le coup, là, on est dans une forme de citoyenneté énergétique. Quand la représentation nationale repousse ce genre d'idée, je pense que c'est tout à fait positif. Pour Engie, cette citoyenneté énergétique ou la manière de travailler avec justement l'ensemble de ces acteurs, elle prend essentiellement trois formes. Donc c'est d'une part la participation directe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on implique les collectivités locales, les citoyens dans nos projets de manière directe, c'est-à-dire, pour dire les choses crûment, c'est du co-investissement avec un acteur comme Engie. L'autre dimension qui est la plus fréquente, c'est quand même le dialogue permanent, parce que on sait que lorsqu'on cherche à développer des parcs éoliens terrestres, à développer du solaire ou de l'éolien offshore
ou des biométhaniseurs, hein, parce qu'on parle beaucoup d'électricité aujourd'hui, mais il y a toute une dimension gaz vert aussi à prendre en considération. D'ailleurs, quand je vois le Danemark, je tire toujours mon chapeau devant leur faculté à avoir développé le biométhane à grande échelle dans ce pays. Donc il y a ce dialogue qui est exigeant souvent avec les acteurs locaux, sans qu'il y ait nécessairement des co-investissements. On est le premier développeur d'éolien et de solaire en France aujourd'hui. On est sur 500 sites renouvelables si on inclut l'hydro, etc. en France. Donc c'est un métier et c'est une relation qu'on a de manière fréquente. Et puis juste pour finir, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que small is beautiful, mais big could be beautiful too. Hein, donc être gros peut aussi être sympathique. Et une entreprise comme Engie essaie d'avoir cette dimension citoyenne. Dès lors que vous vous lancez, vous vous fixez, c'est que Catherine MacGregor a fixé pour le groupe un objectif de décarbonation à 2045, hein, qui est plus rapide que la plupart des zones géographiques. Vous savez que la plupart de l'Europe, par exemple, est sur 2050. Certains pays sont plus tardifs. 2045, c'est très agressif. Et donc, ça nous engage. C'est un engagement citoyen pour une entreprise comme Engie. C'est à l'échelle du monde, évidemment. Donc évidemment, c'est une dimension citoyenne et elle va au-delà, en fait, de ce simple objectif. Hein. Comme vous le savez, Engie, c'est le solaire, c'est l'éolien. C'est ça dans 30 pays dans le monde, 11 pays européens. C'est aussi de la chaleur renouvelable, on en parlait, c'est tout à fait fondamental. C'est aussi du gaz vert comme le biométhane, avec sa circularité, la création de valeur pour les agriculteurs qui se lancent. Et puis juste pour finir, c'est aussi tout ce qu'on fait sur J'apprends l'énergie, qui est un programme qu'on développe depuis très longtemps auprès des écoles, des collectivités locales, pour justement enseigner, faire de la pédagogie autour de la transition énergétique. Merci pour ce premier tour de table. L'idée maintenant, c'est d'aller creuser un exemple chacun pour comprendre quels sont les ressorts, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, comment on lève les freins de ces communautés citoyennes énergétiques. Commençons peut-être par, avec vous, dire que pour Rescope, vous avez un exemple, il s'agit de Energy for All au Royaume-Uni en particulier. Quels enseignements nous pouvons tirer de cet exemple-là et de quoi s'agit-il? So Energy for All holds now the presidency, by the way, of the European Federation. It started with a Swedish developer of wind farms who in Sweden had the habit of co-developing projects. And so they went across their borders and they wanted to start developing projects in the UK. And so they approached the local community, but for the UK this was quite new. And the people who were involved after the project was built, they thought that it would be a pity that the experience we have will now dwindle away and we will do nothing with our experience. So they developed a second project, and so now this has turned into a sort of consortium of cooperatives, project cooperatives. I think there are 34 now, and so the administration, the raising of when they have to raise money, this is organized by Energy for All. And they do the administration for the local cooperatives, let's say. So these local people then, they can focus more on what do they do with the money. So apart from giving a fair dividend, a return on the money people invested, they also created, most of them created a not-for-profit organization, a fund. And with this part of the profits, they do things in the local community, like they organize a contest among schools, and when a school wins, they put solar panels on their school, or they repair the roof of the community hall, or they do things with it. So, what's special is in these funds, whereas in the cooperatives, it's mainly gray-haired, old pensioned engineers. In the fund, it's more young women who are involved. So that's something we notice. Also in my cooperative, in the General Assembly, we think most of the people come for the beer and the wine afterwards, and the sandwich. But
2 years ago, the average age in the meeting was 67, so I was under the average age still. So, so Energy for All is now also involved in offshore wind development in Scotland. So they are taken on board in a consortium led by, they were called Folk Renewables. They were from Italy, but they changed their name now. And so they, together they won a few of the offshore concessions. And that's something we see as well in Belgium. So all Belgian energy cooperatives, we created a platform cooperative, C-Coop, and we are now in one of the consortia competing for the new offshore wind farms concessions. And so we see that we want to take a step, and that's a lesson we learned from the most recent gas price crisis, that if we want to supply more Belgians, more Europeans with an energy at a more stable price, we have to take this step and go also for these offshore wind farms. It is always said, well, this offshore wind farm will supply 150,000 households. It never goes to households. It's always the electricity goes with PPAs, power purchase agreements, to the big consumers. So now we want the offshore wind at a stable price go to the households as well. So Energy for All is an example of how a sort of, it's not a federation, but how they can help local initiatives professionalize without having to have their own professional people, because that's often, so most of the members of RescoPU are small, without professional people. So many issues, it's a lack of competence? Yes, skills, but also in the municipalities. We need, the energy transition, we need a lot of skills at all levels, at the local level, at regional level. Our politicians need to be skilled as well, because they believe in fairy tales. Hydrogen. So sometimes big is beautiful. And white hydrogen in the underground. Wow! And politicians believe in one-trick solutions. Yeah. Ok, merci beaucoup. Marion Richard, de votre côté, est-ce que l'on peut creuser un exemple des enseignements dans ce qui est de bien et peut-être ce qui pourrait être amélioré également? Oui, bah, peut-être pour commencer, je voudrais juste rappeler que c'est important de ne pas non plus diluer la notion de dimension citoyenne. L'enjeu, c'est que les citoyens et les collectivités participent aux décisions, soient acteurs, qu'on ne puisse pas faire sans LDE pour les décisions stratégiques. Et donc là, on parle de participation à la gouvernance et de co-actionnariat dans les projets. C'est de ça dont on parle. Pour parler d'exemples concrets de ce qui a permis de lever des freins, bah, je vais prolonger le propos de mon voisin, mais une des missions clés d'énergie partagée, c'est la coordination de tous les réseaux régionaux de l'énergie citoyenne. Il y en a 13 en France, en France métropolitaine et en Corse. Énergie partagée a créé des réseaux régionaux en région PACA, en Île-de-France. On a contribué à relancer ces réseaux en Bourgogne-Franche-Comté, et puis on les appuie un petit peu partout. Et ce qu'on voit, c'est vraiment le rôle crucial de ces réseaux pour faciliter l'émergence, la structuration, l'apport de la montée en compétences des acteurs de l'énergie citoyenne. Donc vous mutualisez un apport vraiment technique, spécifique sur on mutualise déjà les enjeux, les ressources. Ça permet de capitaliser toutes les connaissances, les expériences, que chacun ne réinvente pas l'eau chaude tout seul dans son coin. Ça permet aussi au pouvoir public de ne pas faire du saupoudrage d'argent public. Quand ils financent un réseau, ils savent que c'est des subventions qui sont bien dépensées. Et puis ces réseaux régionaux, ils viennent à leur tour contribuer, partager ce savoir, ces compétences, ces problèmes au niveau national pour qu'on produise ensemble des outils communs.
Et donc récemment, enfin ces dernières années, on a notamment pas mal travaillé tout l'outillage sur le co-développement. Voilà, comment est-ce qu'on travaille avec, comment est-ce qu'on fait travailler ensemble des citoyens, des collectivités, des entreprises privées. Et c'est pas justement, avec les entreprises privées, comme Engie, comment ça se passe la coopération avec des grands groupes? Alors des grands groupes ou des plus petits groupes d'ailleurs, mais il y a aussi avec des grands groupes. Et des collectivités locales, enfin voilà, avec les acteurs en général aussi. Tout à fait, avec des acteurs divers, et c'est ça le cœur du sujet. La clé du succès, c'est la confiance et la compréhension mutuelle qui ne se décrète pas. Et donc pour ça, c'est crucial qu'il y ait déjà que chaque partie prenante ait une vision claire du rôle et des intérêts de chacun des acteurs autour de la table. Que également soit très clair pour chaque partenaire quelle est la prise de risque de chacun pour qu'on puisse faire une répartition de la valeur qui soit juste. Et puis qu'il y ait une communication transparente sur les coûts et puis sur la répartition de la valeur qui est faite. Ça, c'est pour tout projet. Et puis sur un projet citoyen en particulier, ce qu'on recommande à Énergie Partagée, et ce qui sera indispensable pour obtenir le label Énergie Partagée, c'est de veiller aux retombées locales, donc en priorisant l'investissement citoyen et puis les prestations locales, de donner des moyens à la pédagogie, à la montée en compétences des acteurs locaux, d'avoir une gouvernance démocratique de la structure, et puis aussi d'encadrer dès la création de la société l'évolution de son actionnariat, parce que ce qu'il faut, c'est que les acteurs locaux, citoyens et publics, ils puissent avoir une part structurante dans le projet, du début jusqu'à la fin du projet. Et nous, Énergie Partagée, et puis les acteurs de l'énergie citoyenne, ce qu'on fait, c'est qu'on va jouer un rôle de tiers de confiance. On va faciliter le dialogue entre ces différents acteurs qui n'ont pas toujours l'habitude quand même de travailler entre eux. Et puis on va aussi aider les acteurs citoyens, les collectivités à venir décrypter aussi les modèles économiques proposés par les acteurs privés. Voilà. Il y a des structures juridiques, par exemple des SEM, qui peuvent aussi voir le jour avec des acteurs privés, des collectivités. Enfin, quel est le panorama des possibles en matière de structure? Alors effectivement, il y a des SEM qui voient le jour de plus en plus et qui s'impliquent aux côtés d'acteurs mixtes, des sociétés d'économie mixte qui s'impliquent aux côtés d'acteurs citoyens. D'ailleurs, il y a un atelier, je ne sais plus s'il est aujourd'hui, mais qui s'appelle Citoyens plus SEM égale amour, donc sur comment est-ce que les SEM, des expériences positives de projets citoyens d'énergie renouvelable qui ont été faits avec des collectifs citoyens et avec des SEM. Et certains d'entre eux aussi avec des opérateurs privés. Il y a des collectivités qui n'ont pas forcément des compétences en propre ou beaucoup de capital, qui par contre peuvent jouer un rôle clé, notamment dans la concertation, dans l'ancrage local du projet. Il y a évidemment les collectifs citoyens sur le territoire qui peuvent se monter par exemple en coopérative. Et puis des acteurs, des opérateurs citoyens, des opérateurs de l'ESS et puis des opérateurs privés classiques. C'est vraiment un facteur clé d'appropriation locale de ces projets. Est-ce que ça garantit, parce qu'il y a quand même beaucoup d'opposition, notamment à l'éolien terrestre, est-ce que ça garantit une meilleure acceptabilité selon vous? Alors, je vais commencer par le bémol et je terminerai par la note positive. Cela n'est pas une baguette magique contre des oppositions dogmatiques comme il peut y en avoir quand il y a des associations qui ont pour credo de faire 100% de recours et qui n'ont absolument rien n'affiche que le projet soit ancré localement, porté par des citoyens et la collectivité. Bon, là, ça peut. Il n'y a pas grand-chose à faire pour voilà. Et puis, évidemment, cela ne marche pas non plus lorsque les opérateurs viennent nous voir quand la situation locale est déjà complètement délétère. Par contre, donc là, voilà, ça marche quand on part tous d'une démarche sincère. Mais effectivement, sinon, on le voit, on l'a vu, on a fait une étude il y a 2 ans sur qu'est-ce que ça change finalement, l'énergie citoyenne, et on voit que c'est un vrai facteur d'appropriation, non seulement du projet localement, mais plus globalement de la transition énergétique.
Voilà, les personnes qui s'impliquent dans des projets citoyens d'énergie renouvelable, il y en a plus d'1 sur 6 bénévoles qui envisagent ou se sont réorientés professionnellement vers les métiers de la transition énergétique. Et puis comprennent mieux les enjeux de la transition énergétique, comprennent mieux leurs factures, ont réduit leur consommation d'énergie. Enfin, il y a plein de co-bénéfices à s'impliquer dans l'énergie citoyenne. Merci beaucoup. Alors Guillaume Gillet, est-ce que ce que l'on vient de se dire, est-ce que Marion vient de nous dire, est-ce que vous le percevez vous, et notamment à travers un projet très concret de CEMOP à Rennes, hein, je crois que vous m'en avez parlé. Est-ce que est-ce que c'est vrai? Oui, et pas simplement ce qui vient d'être dit, ce que disait Dirk aussi sur la coopération. On travaille avec SICOP, comme il le sait, en Belgique aussi, sur de l'offshore. Après, ce sont des dialogues exigeants, mais ça marche. Donc l'exemple de Rennes, hein, c'est effectivement une société d'économie mixte, avec l'idée du développement d'un réseau de chaleur dans Rennes Sud, pour une concession de 13 ans, 32 km d'extension du réseau de chaleur. Et effectivement, c'est ce mode de partage, entre guillemets, du projet avec les citoyens qui est mis en place. Alors, pas que les citoyens, puisque donc Engie, à travers sa branche Engie Solutions, a 46% du projet, la métropole de Rennes, 34% de mémoire, et donc 15% Banque des territoires, et 5% sont réservés aux citoyens ou à la manière ou aux structures que les citoyens auront mises en place pour participer à ça. Et donc ça, c'est un exemple très concret d'un engagement des citoyens dans le développement d'un réseau de chaleur durable, d'un réseau de chaleur renouvelable, ou son extension, en tout cas à Rennes. Peut-être un deuxième exemple très rapide, comme ça on embrasse l'ensemble des dimensions. La force d'un groupe privé, notamment comme Engie, c'est d'une part la capacité financière à s'engager sur des très gros projets, mais c'est aussi, comme c'était mentionné, que des citoyens, des associations de citoyens, des SEM puissent s'adosser, s'appuyer sur les expertises et l'expérience justement des groupes privés. Donc c'est dans cette logique-là, c'est vraiment une relation win-win. Et si les conditions de transparence, de dialogue qui ont été mentionnées sont effectivement respectées. En 2 mots, moi je visitais lundi notre champ éolien en mer Yeux-Noirmoutier, 10 ans de développement, ça c'est un autre sujet, les temps de développement de projets en France. Mais c'est quand même typiquement un endroit où on a expérimenté le dialogue avec les collectivités locales, avec donc la Vendée, avec la région, pour qu'on puisse développer ce beau projet. C'est évidemment un dialogue exigeant avec l'économie locale, donc les pêcheurs, tous ces acteurs-là, avec évidemment la valorisation sur le territoire de notre investissement, donc avec des engagements sur le contenu local. Donc on a fait travailler 300 entreprises régionales. Donc quand on nous dit que le renouvelable, c'est parfois de la dépendance à de l'approvisionnement étranger, c'est pas toujours vrai. C'est de moins en moins vrai d'ailleurs, parce qu'on a ce qu'on appelle le Net Zero Industry Act qui va débouler en Europe et qui va favoriser le contenu et l'économie locale. Donc voilà, c'est 2,5 milliards d'investissements. Ça peut paraître symbolique, mais Vendée Énergie détient 0,5% du projet. Et même 0,5%, ça vous donne un droit de regard sur ce qui se passe dans un projet de cette taille, et ça peut effectivement fertiliser le territoire et faire croître l'économie locale. Merci bien. Terminons avec un bel exemple aussi de géothermie à Arus. C'est ça, Noémie, que peut-on tirer de cet exemple de communauté citoyenne? Peut-être quelques mots sur le projet. Alors, pardon Karine, mais je ne vais pas vous parler d'Orus. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je ne vais pas vous en parler pour la raison que Orus est un réseau de chaleur qui est géré par une régie municipale, donc on s'éloigne un petit peu de la coopérative. Bon, pourtant, on l'avait même noté. Si le citoyen est représenté au travers, bien sûr, de ses élus. Non, je vais plutôt vous parler. En fait, il faut savoir qu'au Danemark aujourd'hui, donc les réseaux de chaleur sont principalement alimentés par des énergies renouvelables, mais aujourd'hui, c'est encore principalement de la biomasse, avec les problématiques de soutenabilité que peut avoir cette ressource. Et on a en fait une tendance à électrifier les réseaux de chaleur pour pouvoir intégrer encore plus d'éolien et de solaire dans le mix énergétique national. Et on a aussi la même tendance localement. Et on voit de plus en plus de réseaux de chaleur donc gérés par des coopératives qui investissent dans l'éolien ou le solaire
ou les deux, pour auto-alimenter leur pompe à chaleur ou leur chaudière électrique et redistribuer directement la valeur aux consommateurs. Donc un exemple emblématique, c'est Villesen. C'est une ville de 3000 habitants, dont aujourd'hui plus de 90% des habitants sont connectés au réseau de chaleur, qui est géré donc par les habitants eux-mêmes. Et ils ont investi dans 3 éoliennes pour pouvoir donc alimenter pompe à chaleur et chaudière électrique de leur réseau, avec un système aussi de stockage thermique pour pouvoir aussi stocker l'énergie et l'utiliser au moment où il y a une demande. Donc ça permet effectivement une adhésion, on l'a dit, renforcée des citoyens qui sont directement impliqués dans la gestion et les choix d'investissement de leur source d'énergie. Donc une réduction aussi des oppositions, hein, quasiment tout le village qui est partie prenante de la coopérative, et un partage de la valeur. Le stockage thermique, c'est un stockage d'eau chaude ou c'est ça, exactement, ça, ouais. tout simplement. C'est comme un gros ballon d'eau chaude. Un gros ballon d'eau chaude, d'accord. Après, quand même évoqué, on le disait, il peut y avoir aussi des choses qui ne se passent pas forcément bien, et on a aussi besoin de garde-fous pour que ça se passe bien. Et il faut savoir qu'au Danemark, tout le cadre réglementaire et la forte régulation qu'on a sur les réseaux de chaleur, elle a été faite dans le sens de protéger les consommateurs. Donc au Danemark, on est sur un modèle, un principe de non-lucrativité, parce qu'on considère que les réseaux de chaleur, en tout cas la distribution de la chaleur, c'est une situation de monopole naturel, et donc il faut protéger le consommateur de certains abus potentiels de cette situation. Donc il n'y a pas de dividende, ouais, ça, il n'y a pas de, ou c'est réinvesti, c'est ça que voilà, c'est en fait par principe, en fait les opérateurs de réseaux de chaleur ne peuvent facturer à leurs consommateurs que les coûts nécessaires à la production, la distribution de la chaleur. Donc logiquement, il n'y a pas de surplus. Oui. Après, s'il y a eu une mauvaise estimation initiale, eh bien, il faudra redistribuer les éventuels bénéfices aux consommateurs, réinvestir dans le réseau, ou aussi au contraire, on n'a pas suffisamment de recettes, eh bien, il va falloir augmenter les prix l'année suivante. Donc ça appelle aussi à une bonne gestion, et ça, c'est vraiment surveillé par le régulateur de l'énergie. Donc bien sûr, les structures coopératives, ça aide aussi à s'assurer que les intérêts des consommateurs soient une priorité. Et la gouvernance, dans ces cas-là, elle est directement assurée par les citoyens qui siègent au conseil d'administration. Mais, comme on le disait, ils ne sont pas nécessairement des professionnels. C'est aussi le cas d'ailleurs dans les municipalités. Et on a eu effectivement quelques cas où il y a eu des choix un peu malheureux des investissements dans de nouvelles unités de production de chaleur, malgré le fait que au Danemark, tous les projets ou tous les changements qui sont apportés sur le réseau de chaleur, pour pouvoir être construits, ils doivent avoir une approbation de la municipalité. Donc, en théorie, ça devrait garantir que les choix sont bien faits, surtout qu'on fournit des méthodologies pour les évaluer. Mais quand on n'a pas le professionnalisme, on peut avoir des mauvais jugements. Donc on a récemment ajouté une nouvelle réglementation qui va rendre obligatoire la présence d'experts indépendants, au moins 2 experts indépendants dans les conseils d'administration des réseaux de chaleur, pour justement avoir ce regard un petit peu plus professionnel sur les nouveaux investissements. Voilà. Donc pour résumer, on a 3 piliers de protection des consommateurs. On a cette forte régulation des prix, ce contrôle qu'on a des méthodologies pour évaluer les projets, la qualité des projets liés au réseau de chaleur, et puis cette place du consommateur dans la gouvernance des opérateurs, soit directement, soit au travers des régies via les élus. Ouais, et je voudrais juste un dernier petit exemple aussi de dérives qu'on a pu constater. Donc, évidemment, ce cadre-là, il n'incite pas forcément les acteurs commerciaux à se positionner sur la gestion des eaux de chaleur. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, s'il n'y a pas de profit même minime à faire, c'est compliqué. Mais on a quand même eu, il y a quelques années, un
gros groupe, ce n'est pas nécessaire de le nommer, mais qui a racheté à des coopératives de consommateurs un ensemble de réseaux de chaleur. Et en fait, ça ne s'est pas très bien passé. Il y a quand même moyen d'un petit peu contourner la réglementation. Quand on est un grand groupe, on a des filiales. On peut acheter les combustibles, par exemple, à sa filiale à des prix qui ne correspondent pas nécessairement au prix du marché et quelque part surfacturer du coup le prix du chauffage au final au consommateur. Donc en détournant un petit peu la notion de coût nécessaire. Donc ces réseaux de chaleur qui étaient gérés par un acteur commercial ont vu le prix, la facture pour les consommateurs vraiment flamber en 5-6 ans. Donc là, il y a eu une grosse investigation et au final, ça aboutit au fait que les habitants ont racheté tout simplement le réseau de chaleur. Et depuis les prix ont rebaissé. Okay. Donc il y a eu vraiment un effet, une relation directe entre le mode de gestion coopérative et la priorité en fait à l'intérêt du consommateur. Avec ces garants experts qui sont intégrés maintenant quand même pour assurer des choix. Exactement, on verra dans quelques années si ça a permis d'éviter ce type de dérive. De nouvelles dérives. La parole est à vous dans la salle, il nous reste quelques minutes. Oh bah, Monsieur Marignac. J'arrive avec un micro. Heureusement que vous êtes là. Hein. Merci, bonjour à toutes et tous. Yves Marignac de l'association Négawatt. Moi j'ai une question, merci, j'ai trouvé ça vraiment passionnant et ça ouvre plein de pistes. Il y a un aspect que vous avez peu abordé qui est le lien entre ce rapport des citoyens à la production et l'enjeu de la consommation, parce qu'on sait que évidemment la transition énergétique, c'est non seulement développer de la production décarbonée et l'appropriation citoyenne, en tout cas le contrat social qui va autour, etc., est un enjeu majeur, mais c'est aussi réduire notre consommation par de l'efficacité et de la sobriété. Donc quel est votre retour sur effectivement ces formes plus citoyennes et coopératives par rapport à l'intégration par les acteurs et les consommateurs de cet enjeu, puisqu'on dit souvent que effectivement cette appropriation de la production va de pair avec une plus grande sagesse dans la consommation. Bon. Allez, il reste des micros quand même. Alors, très bonne question. Premier élément, c'est qu'on l'a vu dans notre étude, les personnes qui s'impliquent dans les projets citoyens comprennent mieux les enjeux comprennent mieux leurs factures et engagent des actions de réduction de la consommation d'énergie. Deuxièmement, dans de plus en plus de projets citoyens, on a alors soit les petits projets qui ne dégagent pas forcément de rentabilité. Là, on a beaucoup d'actions de pédagogie qui sont faites par le collectif citoyen, notamment dans des écoles, pour faire de la sensibilisation, notamment à la maîtrise de l'énergie. Et puis, dans les plus gros projets qui vont, eux, dégager de la rentabilité, ce sont des projets qui, souvent, choisissent de financer des actions de maîtrise de l'énergie. On a des exemples de 3 parcs éoliens autour de Redon qui ont permis de financer, je crois que c'est l'équivalent d'1,5 équivalent temps plein de postes de conseillers en économie d'énergie, et puis plein d'actions de sobriété ou des actions de lutte contre la précarité énergétique. C'est le cas d'un parc éolien dans les Mauges, si je ne me trompe. Voilà, donc il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais c'est vraiment, c'est vraiment au cœur des préoccupations des citoyens et des citoyennes. Merci. Est-ce que vous voulez compléter? Oui, Dirk. So I will witness from my own cooperative. So it's about 65,000 households. So when they come in, they are like an average Flemish household consumer, 3,400 kilowatt hours. But now the average of the whole of our members is half of this. And so most of the difference is because half of our members have installed solar panels meanwhile. But also the group without solar panels, they consume 20% less than the average Flemish household. And this starts with the first conversation at the telephone. We ask them, how much do you consume? And if they say something which is more than the average,
we ask what's wrong, how old is your deep freezer, because the deep freezer is mainly the culprit, you probably know. So you think it's new, but it's 20 years old and it doesn't close very, very good anymore. So people with the water beds, with aquariums, with tropical fish and things like that. So from the very beginning, we take them along, and if we see excessive consumption, we target them, so to help them consume less. What we also see is that quite a lot of our members of the European Federation, apart from their cooperative, they create an association to help people consume less. They have to create an association so they can have subsidies from local authorities and regional authorities. So we see that it's a topic, also energy poverty, fight energy poverty is a topic for a lot of our members, or is at least on their agenda. Once they have the capabilities, they have the means, they have the revenue to do something about it, they take up this responsibility. Oui. Oui, on a un petit peu en fait le même constat au Danemark sur les réseaux de chaleur, que ce soit les coopératives ou les régies municipales d'ailleurs. En fait, il y a la mise en place de tarifs incitatifs. Donc, on va inciter le consommateur à réduire la température de retour au réseau de chaleur. Et en fait, dans les coopératives aussi, comme le consommateur a intérêt à ce que son réseau soit géré de la manière la plus efficace possible, eh bien, il y a un intérêt à mettre en place cette incitation à avoir à l'intérieur des logements les systèmes de chauffage les plus performants. Et de la même manière que ce que décrivait Dirk, quand tout est monitoré et quand l'opérateur constate qu'il y a des températures retour trop élevées, déjà, effectivement, il y a une pénalité sur le tarif, mais il y a aussi un accompagnement à essayer de comprendre pourquoi et à accompagner le consommateur pour améliorer son système de chauffage. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter un point ? Non, je rejoins ce qui est dit. Il y a une disparition du mot sobriété, efficacité énergétique de manière générale dans le débat français actuel qui est un peu inquiétante. Alors qu'il était quand même revenu en 2022 et que la sobriété est toujours là en moyenne, il me semble quand même. C'est structurellement installé. Mais c'est la surcapacité qui éteint ce débat, ce qui est malheureux effectivement. Ça ne va pas durer. Eh bien, continuons à en débattre. Merci pour cette question. Et on a le temps peut-être d'une autre question. Et alors, en attendant une autre question... Et c'est Camille, déjà, c'est Camille Besse qui est avec nous ce matin. Mais oui, elle est là. Elle est là, avec nous avec ses dessins. Bonjour Camille. En attendant une autre question, je voudrais en profiter pour dire un mot sur le dispositif européen de la European Energy Communities Facility, de son petit nom, la Enercom Facility. C'est donc un dispositif qui a été mis en place par la Commission européenne, qui est géré par un consortium européen dont ResCoup fait partie, qui vise à appuyer l'émergence, le développement des communautés énergétiques partout en Europe. Ce dispositif, il est appuyé par des experts nationaux partout. Donc en France, c'est énergie partagée. Comment ça va se passer ? Il y a 2 appels à projets, dont un qui vient de se lancer, qui se terminera fin septembre. Les communautés énergétiques, les acteurs citoyens sont invités à répondre. Et donc l'objectif, c'est qu'en tout, 5 à 10 projets en France soient soutenus sur ces 2 appels à projets. C'est un dispositif qui est léger, on n'est pas dans une complexité classique des dispositifs européens. Merci aux acteurs de ResCop d'avoir pu faire comprendre ça à la Commission européenne. Et donc, les lauréats vont bénéficier d'une subvention de 45 000 € et puis d'un appui à la montée en compétences. Donc, n'hésitez pas à candidater et à venir voir sur le site d'Énergie Partagée pour en savoir plus. Merci beaucoup. Un mot chacun, peut-être pour terminer. En conclusion, un levier pour changer de dimension ces communautés énergétiques. Oui, je pense qu'il y a 3 points. Une politique énergétique avec une vision à long terme, qui soit partagée, qui soit cohérente et qui soit non partisane. Ça, je pense que c'est quand même important. On le disait aussi pour d'autres types d'investissements. Et c'est le cas au Danemark. J'ai cru comprendre qu'en France, c'était un petit peu compliqué. Deuxième point, un cadre réglementaire qui crée des conditions de marché qui soient propices aux investissements verts.
Et puis, un point que je n'ai pas mentionné, mais qui est très important pour ces investissements verts, c'est l'accès à des prêts garantis à des taux intéressants pour les projets qui bénéficient à la transition énergétique. Ça c'est vraiment aussi un point clé de la réussite de la transition énergétique au Danemark. Merci beaucoup. Last few words. So the energy transition will only succeed if it redistributes part of the profits to the local community. And we should see it as an investment, not as a cost, which often is said. It is a cost. It's an investment with a return. And this prevents us from buying gas, oil, coal, and also uranium, which doesn't come from Europe. In Belgium, it comes from Russia. So it prevents money going out to countries we particularly don't like most of the time. So when you see it as an investment with a return, and the return stays in rural areas as well, so the opposition will not be that hard as it is nowadays. So to give you an idea, I heard about what happened yesterday in the Parliament and before. But in the UK, the party of Nigel Farage, who caused the Brexit, sent a letter to all investors in renewable that when they come to power, they will shut down all renewable parks, solar parks, all wind farms will have to stop. So this is on the agenda of the extreme right parties. And I think you can only stop it to redistribute the profits locally, to give local communities the chance to revive their local economy and to revive their local democracy. Merci beaucoup. Oui, Guillaume Gillet. Oui, et en rebond, les Français y croient dans les renouvelables. Nous, on a sorti un sondage avec l'IFOP sur un échantillon quand même de 12 000 personnes ventilées dans les régions, et vous avez un taux d'adhésion aux renouvelables qui est de 84% en France. 95% des riverains des projets renouvelables croient dans les renouvelables. Donc il y a cette adhésion, et les communautés de l'énergie peuvent les renforcer encore. Mais donc au-delà des débats que j'appelle souvent germano-pratins, notamment en France, les Français dans les territoires croient dans les renouvelables. Totalement d'accord avec la vision long terme énergétique, c'est ce à quoi on affronte en France. Et les stop and go, ça ne marche pas, notamment sur les mécanismes de soutien. Et l'autre dimension qui est fondamentale, c'est le pouvoir d'achat. Je pense que c'est vraiment très important que les gens réalisent que ça a aussi une valeur économique de développer les renouvelables. Voilà. Et le dernier point, ça rejoint ce que disait Dirk, qu'en France, on doit accepter de ne plus être jacobin et d'être aussi girondin. C'est-à-dire qu'il faut accepter un système énergétique décentralisé. Merci. Un dernier mot ? Allez. Dernier mot, on espère quand même que le gouvernement... Donc il y a eu ce vote hier qui a rejeté le texte. On espère quand même que le gouvernement va tenir. Et donc, va tenir bon sur la PPE, et donc ne pas avoir, qu'il tienne ou pas, c'est un autre sujet, ne pas lâcher sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, et donc ne pas lâcher à la vision de l'extrême droite, qui nous a été très bien détruite, de l'extrême droite et d'une autre partie de la droite quand même, sur le moratoire éolien et PV et la transition énergétique en général, parce que ce serait délétère pour les emplois, le pouvoir d'achat, la souveraineté énergétique et la transition énergétique aussi, quand même. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les quatre, merci pour votre attention à vous tous, un grand bravo à vous. La prochaine plénière ici est à 11h avec Annette, et moi je vous rejoins en conférence village tout de suite à 10h15 avec les femmes mais aussi les hommes pour parler de l'énergie, une affaire de toutes les femmes, mais les hommes sont les bienvenus, et bien au contraire, nous vous attendons évidemment chaleureusement.